on va enchaîner tout de suite avec le cours, le fil de nos débats et rentrer au cœur de cette transformation de l'offre pour voir comment elle s'opère concrètement. On le verra au niveau des services et leur plateformisation, comme on le dit. On le verra au niveau des personnes, leur place, leur intégration, avec un focus sur les aidants. Et on va le voir tout de suite au niveau des structures. Comment ces structures peuvent répondre à ces défis qui sont posés? Comment est-ce que elles peuvent s'adapter? Et qu'est-ce qu'on peut apprendre des exemples pionniers qui existent déjà et qui peuvent se généraliser? On va essayer de parler de ces exemples pionniers, voir quelles clés on peut en sortir pour apporter une vraie transformation de l'offre sur les structures. C'est l'objet de cette table ronde. Avec nous pour nous accompagner dans ce premier temps, 6 invités que je vais vous présenter. Ils sont avec nous. Valentine Trépied, bonjour. Vous êtes sociologue et vous avez conduit avec votre voisin Nassim Moussi un travail d'immersion original, étonnant, au sein d'un EHPAD lui-même étonnant, puisque rebaptisé lieu de vie, on sera à Guingamp, en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, à Kersalik. Et c'est un modèle d'organisation, d'aménagement, de management qui est très original et qui veut un peu justement anticiper peut-être un certain nombre de changements. D'ailleurs, tous les deux, vous continuez aujourd'hui en menant un travail de recherche soutenu par la CNSA sur d'autres habitats innovants et voir les clés de changement et de réussite qu'il peut y avoir dedans. On en parlera. Kevin Charras est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité du CHU de Rennes, président du Gérontopôle breton, dont je ne dirai pas le nom parce qu'il est un peu breton. Il y a Brest dedans, je crois. Non, Cause Ensemble. Cause Ensemble. Ah, j'avais vu. Et vous portez beaucoup d'expérimentation, notamment sur les approches non médicamenteuses autour d'Alzheimer au sein de ce Living Lab. Et puis, vous avez accompagné un ouvrage qui est déjà disponible en ligne depuis le 21 septembre, va bientôt arriver en édition papier, tiré du documentaire, du film documentaire Les Esprits Libres, qui a beaucoup marqué quand il est paru, sorti au cinéma de Bertrand Hagenmüller. On parlera de ce livre un peu plaidoyer que vous portez à partir de cette expérience qui a été conduite dans le secteur du grand âge aussi pour penser autrement les organisations. Avec nous aussi Maïs Kanzer, bonjour. Vous êtes la fondatrice du Club des 6. Alors Club des 6, on en parlera véritablement, un ensemble d'habitats alternatifs dans le champ du handicap qui propose des colocations de personnes en situation de handicap, financées notamment par une mise en commun des PCH. On parlera justement de cette initiative d'habitat alternatif original, de la place que ça peut prendre dans l'offre et des limites que ça a aussi dans son développement par rapport à cette transformation de l'offre. Muriel Delporte, bonjour. Vous êtes sociologue, conseillère technique au CREAI d'Île-de-France et avant CREAI des Hauts-de-France où vous aviez porté une communauté mixte de recherche d'IMA centrée sur l'Alzheimer et la manière dont ce secteur va pouvoir s'emparer de la prévention de cette maladie d'Alzheimer. Vous travaillez depuis longtemps sur le vieillissement dans le champ du handicap et de cette communauté mixte de recherche. Très grand travail engagé à partir de 2021-22. Vous avez notamment sorti une équipe mobile Alzheimer qui a été portée par Éric Forestier, directeur de l'ingénierie sociale au Papillon Blanc de Roubaix. On parlera ensemble de cette belle initiative. On va voir comment ces établissements peuvent prendre le vent de cette transformation, repenser leur modèle et cela à travers déjà 2 exemples pionniers et inspirants. On va commencer en allant du côté de la Bretagne et on va commencer en allant du côté des Côtes d'Armor, à Guingamp même, si je puis dire, avec cet établissement Kersalik et avec vous, Nassim et Valentine. On est donc dans un EHPAD. Il est géré par le CCAS de la ville. C'est 42 ETP. Ce sont des habitants, c'est important de le dire, qui ont un niveau de dépendance supérieur à la moyenne, 77% sont en Girin, 200 personnes en liste d'attente. Il a beaucoup de succès, cet établissement qui existe depuis un certain nombre d'années, longtemps déjà, mais qui a été repris en 2013 par sa directrice actuelle, très dynamique, qui a voulu en faire véritablement un lieu de vie hors norme. Et on va le voir, c'est à la fois dans son organisation, dans son management, mais aussi dans son architecture. Architecture avec des habitations réparties en des quartiers. Alors on appelle ça des villages à Kersalik, il y en a 4. Et puis il y a un long bâtiment perpendiculaire qui est appelé le bourg de Kersalik, qui est composé d'un passage couvert. Et dans ce passage couvert, on va le voir, il y a un certain nombre d'activités communes, de lieux de vie communes
commun. On va parler de brasserie, on pourrait parler de bibliothèque. Et il y a un coiffeur, une épicerie fine qui sont posés là. Chacun des 4 villages, par ailleurs, a vraiment sa vie indépendante, ses activités, ses orientations et des publics avec des troubles variés qui sont accueillis. On va aller à la découverte de Kersalik, mais avant, la première originalité, je dirais, c'est votre travail de recherche porté à 2 sociologues, architectes immergés dans Kersalik. Et ce travail a été porté à la base par le N3S et son directeur, Dominique Libaud, qui vous a engagé à aller conduire cette découverte-là. Pourquoi est-ce que vous avez mené ce travail à 2 voix et comment vous avez mené cette immersion? Alors, effectivement, moi, Dominique Libaud m'avait contacté parce qu'il avait repéré sur le territoire cet établissement comme étant un établissement différent des autres établissements, je dirais, plus standards voilà, qu'on peut avoir en France. Et dans les échanges préparatoires à ce travail, il souhaitait faire une monographie de cet établissement. Et dans ces échanges préparatoires, très vite, il m'a parlé de ces villages, de ces aménagements des espaces un peu particuliers. Et je me suis dit, j'ai ressenti le besoin d'être accompagnée dans ce travail par un expert du domaine, un architecte, plus particulièrement Nassim, dont je connaissais les travaux. Parce que pour moi, l'interdisciplinarité est vraiment une approche dans la recherche sur laquelle je suis extrêmement sensible. Et je me suis toujours dit voilà, que l'expertise de Nassim pouvait vraiment apporter un plus pour analyser ce qui se passait dans cette résidence. Donc avec Nassim, on est parti en immersion, voilà, plusieurs jours, avec des allers et retours sur site pour mobiliser les enquêtes de terrain l'on trouve en sociologie, en particulier les observations directes, les entretiens semi-directifs voilà, que l'on a fait avec les professionnels, mais aussi avec le maire de la ville de Guingamp. Et il y a eu des entretiens que vous avez conduits à 2, et puis Nassim, à un certain moment, il est sorti et puis il a fait des petits croquis. Exactement. Pour comprendre. Vous travaillez beaucoup sur l'architecture et l'aménagement des EHPAD et depuis assez longtemps. On va voir certains de ces croquis pour les commenter. Qu'est-ce qu'ils racontent de ce qu'est l'aménagement de Kersalik et en quoi qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans cette architecture-là? Mais écoutez, si je m'attarde sur les visuels que vous nous partagez, je vous dirais assez naturellement que l'on sent des odeurs de crêpes Suzette à la fleur d'oranger et qui se diffusent à tous les étages. Un peu comme une petite invitation olfactive. Là, ce que vous nous partagez sur ces illustrations, on voit à la fois le café de la mairie, la brasserie au papier aux mamilles et l'un des 4 villages, Tianéol, qui a été décoré aux couleurs de Cuba. Et donc, de manière générale, pour répondre à votre question, ce qui est assez surprenant à Kersalik, c'est que l'ensemble des mobiliers, si vous voulez, ont été habillés d'une certaine manière. On vient troquer, on vient brocanter. Et à la manière un petit peu des habitants qui les vivent finalement. Et on pourrait même avancer le fait qu'on n'est pas très loin d'une démarche un peu d'économie circulaire. C'est-à-dire, on récupère constamment avec cette philosophie du rien ne se crée, rien ne se perd et tout se transforme. Et donc, ce qui est assez le plus surprenant, c'est qu'on est sur une addition de récits finalement. Et c'est ça que je retiendrai. Oui, le lieu de passage, qui est ce passage couvert, devient un lieu de vie pleinement. La brasserie, elle est ouverte d'ailleurs aux gens de l'extérieur aussi, l'épicerie fine, la bibliothèque, le coiffeur. Tous ces lieux de vie existent. Et puis chacun de ces villages fait sa vie, fait son organisation. Vous le dites, on l'a vu, un peu à la cubaine pour certains et d'autres autrement. Avec beaucoup de circulation d'ailleurs. Ce sont des personnes qui bougent beaucoup. Il y a même des corbeilles de fruits qui sont déposées pour quand les gens marchent, ils puissent un peu se restaurer si besoin. Ça, c'est l'aménagement un petit peu. Puis il y a la manière dont, l'organisation, le management a été construit et reconstruit par cette directrice. Il faut dire qu'elle est arrivée après beaucoup d'autres directeurs qui sont sortis un petit peu épuisés de la gestion. Et il y avait beaucoup de turnover à l'époque. Elle a repris les choses en main à partir de 2013 avec l'idée d'un management qui soit tout de même très collaboratif, très bienveillant. On retire les blues, notamment, bien évidemment, à Kersalik. Et il y a un personnage qui, je trouve, exprime assez bien cette nouvelle approche, ce nouvel esprit, c'est
le rôle des aides-soignantes. Quel est leur rôle et en quoi est-ce que c'est emblématique de cette nouvelle manière de penser la place et le rôle des professionnels sur ce site? Oui, moi, ce qui m'a particulièrement frappée, c'est ce métier d'aide-soignante à Kersalik qui est profondément repensé. Donc la directrice a souhaité mettre en œuvre ce qu'elle appelle l'accompagnement global des personnes âgées. Cet accompagnement global des personnes âgées, il passe à la fois par le respect des rythmes individuels des personnes, des habitants, et ça tranche radicalement avec certaines pratiques standardisées, routinières, qui ont été largement dénoncées dans les médias. Par exemple, à Kersalik, il n'y a pas d'horaire imposé pour les lever le matin. Et ce rythme individuel, ce respect du rythme individuel des personnes font que les aides-soignantes, elles ont du temps. Et c'est extrêmement marquant dans les entretiens qu'on a pu réaliser où voilà, ces aides-soignantes, elles nous expliquent tout le bien-être qu'elles ont à venir à travailler le matin dans cet établissement parce qu'elles ont le temps. Et puis, je dirais que cet accompagnement global des personnes, il se poursuit également avec la polyvalence donnée aux aides-soignantes. Ces aides-soignantes, elles sont pas, enfin, leur activité n'est pas centrée uniquement sur les activités de nursing. Bien au-delà, elles occupent des fonctions qui sont ordinairement occupées par d'autres professionnels, notamment les ASH ou l'animateur. Mais à Kersalik, par exemple, il n'y a pas de personnel d'entretien. Donc ce sont les aides-soignantes qui vont s'occuper de l'entretien des chambres, qui vont s'occuper de la décoration, comme on le voit là sur ce visuel de Nassim. Elles vont participer au décor, mais aussi à la préparation des repas le soir et également aux activités d'animation. Donc, elles gèrent leurs étages en fait. Et elles gèrent de manière totalement indépendante. Alors elles sont autonomes, mais elles ne sont pas seules. La directrice est là et toutes leurs activités sont visées par les infirmières, évidemment. Mais en tout cas, elles sont autonomes, et ce qui font qu'elles se sentent utiles et particulièrement valorisées dans leur travail. On va regarder aussi un peu les leçons qu'on peut tirer rapidement de cette expérience Kersalik qui s'est beaucoup développée, qui a suscité aussi un peu des jalousies de la part d'autres acteurs du secteur. On parle beaucoup de Kersalik, peut-être un peu trop. Vous êtes allé à l'intérieur, vous l'avez vu. L'idée, c'est évidemment pas de faire du Kersalik partout. C'est une longue aventure. Ça a été plus de 10 ans de transformation, donc ça ne se fait pas comme ça. Au niveau de l'aménagement, au niveau de l'habitat, avec ces 4 villages, avec cette structure posée au cœur de la ville aussi, et qui rompt un peu avec les codes hospitaliers traditionnels, Nassim, vous qui travaillez beaucoup sur ce modèle d'EHPAD, qu'est-ce que Kersalik nous donne comme principale leçon en termes d'espace et de bâti? Et il y a aussi un autre visuel que je vous laisse Oui, je vous dirais de manière assez simple. Kersalik hérite d'un modèle architectural très rigoriste, très hygiéniste dans la pensée de construction de son plan. On est très clairement sur ce que l'architecture d'après-guerre en France nous donne de mieux, c'est-à-dire ce qu'on peut qualifier d'architecture en peigne. Vous l'avez dit tout à l'heure, un long corridor comme une longue venelle et de part et d'autre des cellules mono-orientées. Et l'une des leçons que Kersalik peut nous donner, c'est finalement de travailler la réversibilité, le logement dans le logement. Initialement, je tiens juste à rappeler, on est sur un foyer logement. Puis progressivement, on change de destination pour devenir une maison de retraite et enfin un EHPAD. Vous l'avez dit tout à l'heure, 2013, la directrice actuelle, Corinne Antoine-Guillaume, arrive, et elle le dit très clairement, je remets en question la notion d'EHPAD. Les résidents d'hier deviennent les habitants d'aujourd'hui, je suis le maire, une commune, 4 villages autonomes. Et donc oui, si vous voulez, la directrice, elle s'appuie sur, disons, cette hérédité architecturale, mais elle réussit le coup de force de travailler la réversibilité. Et donc, sur la question des logements, on va les ouvrir, on va les requalifier, on va les rendre les plus foncièrement, les plus polyvalents possibles. Et juste pour terminer sur un exemple parlant, c'est que le corridor d'hier devient la rue intérieure aujourd'hui, et on vient ponctuer, on vient composer, on flâne, on s'arrête, on s'assoit, on provoque la rencontre. Et d'une certaine manière, cette structure, eh bien, j'ai envie de vous dire qu'elle n'est plus connotée médicalement, et les soins sont invisibilisés. Et c'est en ce sens que je retiendrai cette petite leçon. Oui, et il y a des indicateurs, vous avez regardé, qui disent les choses. Le fait que les personnes sont moins dans leur chambre, le fait que la consommation médicamenteuse, et notamment de somnifères, a diminué, et ça, c'est objectivé aussi.
Je pense que pour Kevin Charras, il sourit, ça montre qu'on peut avoir des approches aussi différentes sur ces sujets-là. D'un dernier mot, Valentine, vous allez conduire une étude sur d'autres établissements, mais aussi vous portez une unité d'enseignement au sein de Dauphine auprès de directeurs d'établissements. Cette approche de management bienveillant, de management ouvert, dont on parle beaucoup, comment est-ce que pour vous il est duplicable quand vous voyez justement ces directeurs que vous avez en face de vous être confrontés à leurs envies, mais aussi à la réalité d'un principe gestionnaire très puissant? Alors c'est difficile de parler de reproductibilité ou de modèles duplicables, parce que c'est vrai que Kersalik tient beaucoup au management de la directrice, à la personnalité de la directrice, à son leadership et aussi à son parcours professionnel. Et d'ailleurs, dans l'étude qu'on est en train de mener avec Nassim, on a pu rencontrer aussi d'autres directeurs qui ont ce leadership, qui sont extrêmement déterminés à aller jusqu'au bout de leur projet. Mais la clé quand même de ce qu'on peut analyser, notamment à Kersalik, c'est quand même la question de la formation. Je pense qu'elle est essentielle pour arriver à fédérer son équipe autour de son projet. Corinne, elle a vraiment axé ses pratiques autour de la formation de tous les professionnels de son établissement, que ce soit le personnel, le cuisinier, les aides-soignantes, mais aussi le médecin coordonnateur. Donc tout le monde est parti en formation pour avoir connaissance des compétences métiers de chacun, mais aussi des compétences émotionnelles de chacun. Et tous ensemble, ils ont travaillé aux valeurs institutionnelles de l'établissement. Alors, elle a aussi mobilisé, Corinne, des outils pour travailler sur ces valeurs institutionnelles. Donc, je dirais que son modèle à Corinne, il tient, potentiellement, il peut être reproductible à partir de la formation véritablement des personnels de l'équipe qui permettent véritablement de fédérer autour de soi son équipe. Ouais, ils ont même fait une pièce de théâtre qui a tourné et qui tourne encore. Je voudrais qu'on passe à l'autre grand exemple inspirant qu'on pose ce matin sur cette table ronde-là. Il concerne aussi le champ du grand âge. Il a été porté par ce documentaire, Les Esprits libres, de Bertrand Hagenmüller, qui a connu un grand succès sur une expérience portée à la fois par des soignants et par des résidents atteints d'Alzheimer qui sont allés en résidence dans un manoir sur une quinzaine de jours pour porter les choses autrement, avec une approche artistique, avec de la création qui a été menée dessus. De cette expérience a été fait un ouvrage. On va voir la couverture qui s'affiche à l'écran, ouvrage qui est sous presse aujourd'hui, qui sort très bientôt en version papier, mais qui est déjà disponible du coup en ligne depuis le 21 septembre sur le site des Esprits libres. Ouvrage porté par Bertrand Hagenmüller lui-même, par Laure Joatel, qui a piloté une étude exploratoire sur le sujet, et par vous, Kevin Charras, qui avez étudié le projet à la lumière des expérimentations que vous avez menées, notamment sur l'approche, les autres approches de la maladie d'Alzheimer. On le voit, un autre soin est possible. Vous essayez de tirer les cadres de cet autre soin possible à partir de cette expérience-là. On va en parler. Mais avant, vous travaillez depuis longtemps sur ce qu'est cette EHPAD et sur ce qu'est cette EHPAD de demain dont on parle depuis plus qu'hier, si je puis dire. Ces expériences comme Kersalik, comme ce dont on va parler, est-ce que c'est une manière de dire on enterre l'EHPAD telle qu'on l'a connue? Alors en fait, je pense que je fais référence à l'interview qu'il y avait juste avant où on parlait d'intervenir en lieu ordinaire, en milieu ordinaire. Et je pense que déjà, ça montre une certaine chose, c'est qu'on ne considère pas qu'on est en milieu ordinaire quand on est dans un EHPAD. Donc on est dans un lieu spécifique. Ce lieu spécifique, finalement, ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il va adopter une approche du quiétisme, c'est-à-dire qu'en fait, l'autre peut faire ce que je ne peux pas faire. Donc on est dans une sorte de clinique de la dépendance où on fait à la place des personnes. Et je pense que ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est qu'il y a un véritable enjeu existentiel. On fait à la place d'eux en voulant bien faire. Hein. L'objectif, c'est pas dire qu'on le fait mal, mais on veut bien faire parce que c'est ce qu'on nous demande aussi. On fait à la place des personnes et par conséquent, les personnes n'agissent plus, elles ne se réalisent plus, elles n'existent plus. Finalement, on les efface un peu au profit de l'institution. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, l'approche qu'on tend à avoir dans repenser les établissements, et on l'a vu dans l'exemple de Kersalik, c'est faire en sorte que
chacun puisse encore être acteur en fait de sa propre vie, que chacun puisse contribuer aussi à la vie de la communauté. C'est ce qui fait de nous finalement des êtres humains. Oui, c'est ce qui est l'un des cœurs d'un autre son impossible, où dans ce plaidoyer, vous avez véritablement cette idée de dire qu'il faut penser ces lieux comme des lieux de l'habiter, et des lieux de l'habiter où on habite des lieux vivants. C'est des termes clés qui reviennent, des communautés de responsabilité et de vigilance partagée, c'est comme ça que vous les définissez. En quoi est-ce que c'est essentiel? En quoi est-ce que ça repositionne le fonctionnement de ces lieux? Alors, bon, déjà, il y a plusieurs points sur lesquels on est revenu dans cet ouvrage-là. On a parlé de management, on a parlé d'accompagnement, on a parlé d'aménagement, de structuration de l'espace aussi. Je pense que ce qu'il faut prendre en considération, c'est que chaque structure est singulière. Il y a une communauté et on le voit même encore aujourd'hui, hein, dans chaque EHPAD, finalement, il y a une communauté qui se construit, une communauté de vie qui est composée des différentes personnalités qui sont dans ces établissements-là. Du coup, on est vraiment dans une communauté de vie, dans une communauté du care, quoi, finalement, où on réinvente un peu une civilisation à chaque fois avec ses propres lois, ses propres normes. Ce dont on se rend compte, nous, c'est dans cette expérience en tout cas, et dans d'autres expériences que j'ai pu mener aussi, c'est qu'il y a une autorégulation qui se fait de la part des professionnels, des personnes. Chacun prend sa part de responsabilité, que ce soit les résidents, que ce soit les professionnels. Il y a une attention à l'autre qui est constante et qui continue dans ces expérimentations et dans cette manière de vivre. Du coup, on est vraiment là-dedans, en fait, dans cette vigilance partagée. Et il y a un exemple que j'aime bien donner dans un des séjours immersifs que j'ai pu coordonner, qui ressemble un peu aux esprits libres dans l'idée. C'est cette résidente, finalement, qui recoiffe la professionnelle qui l'accompagne et qui prend soin d'elle, en fait, en la recoiffant, parce qu'elle se rend compte qu'il y a une mèche qui est mal placée, elle la remet bien, et elle l'accompagne. Et il y a ce souhait aussi de faire en sorte que l'autre aille bien, d'une manière générale. Donc on est vraiment dans des terrains de coexistence, dans une codépendance un peu que l'on crée dans une interdépendance en tout cas. Avec, et là encore, c'est un des nombreux aspects que vous mettez en avant, l'idée de l'ouverture. On rejoint Kersalik, la brasserie, tout le monde peut y aller, qu'il soit résident, aidant ou pas. Alors c'est bien à dire, mais quand on a des EHPAD qui sont au cœur de Guingamp, oui, mais la plupart des EHPAD, ils ne sont pas au centre. Donc on les ouvre, mais on est à un endroit où il n'y a pas d'ouverture. Est-ce qu'on n'a pas une petite question à cet endroit-là? Je pense qu'évidemment, il y a une grande question. On a parlé, et c'est pas neuf, il y a Erving Goffman qui parlait des institutions totales, il y a Foucault qui parlait des hétérotopies. Les hétérotopies, on est vraiment dans une micro-société dans la société. Aujourd'hui, on pousse à l'inclusion en se disant que en fait, toutes les ressources doivent permettre aux personnes de déployer leur capacité. On n'est pas vraiment dans une intégration, finalement. On est encore dans ces lieux-là qui sont des lieux à part. L'EHPAD, personne n'a tellement envie d'y rentrer, hein, très clairement. Quand on est dans un village, une ville, et qu'on voit un EHPAD, on ne se dit pas qu'on va aller visiter l'EHPAD, on ne se dit pas qu'on va aller faire un tour dans l'EHPAD non plus. Maintenant, on a aussi un peu cette vision unique de l'EHPAD qui serait un lieu qui est complètement à la verticale, où on regroupe tout le monde dans un même lieu. On ne s'est jamais vraiment posé la question de ces EHPAD qui pourraient très bien être éclatés, c'est-à-dire qu'on peut avoir une organisation qui va prendre soin des personnes, va prendre soin de différents lieux dans la ville, dans le quartier. Il n'y a aucun écrit, aucune loi qui dit que 80 personnes, 120 personnes, 240 personnes doivent être dans le même lieu. Hébergement et support, ce n'est pas forcément au même lieu en fait. Non. Et il y a un autre aspect que vous portez, évidemment, vous l'avez dit d'un mot, c'est la place, le rôle des professionnels. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure avec Valentine. Je reprends des mots parce qu'ils sont beaux, ces mots. Les termes, c'est le soignant doit accompagner en amitié, apprendre à être un improvisateur. Les mots sont beaux. Les réalités sont complexes. Qu'est-ce qui est clé pour vous pour changer cette formule, cette posture du professionnel qui lui-même voudrait être un improvisateur et voudrait accompagner en amitié souvent, mais... Alors, on se rend compte en fait que c'est ce que font les professionnels tous les jours. Tous les jours, quand on les accompagne des personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, on est dans une sorte d'improvisation. Pour pouvoir improviser, il faut pouvoir connaître aussi la personne qu'on en a en face de soi. Et c'est vrai que c'est là où l'apport de Bertrand Engelmüller et de Laure Joitel, qui sont vraiment dans le soin au plus proche des personnes, est importante. Et on a bien vu que ce mélange de compétences, ce mélange de regards a permis finalement de dégager une chose, c'est d'être
cette juste proximité qu'il faut avoir avec les gens. Il faut savoir improviser parce que parfois on est dans des situations où ça ne sert à rien finalement de dire à la personne que non, ce n'était pas juste ce qu'elle dit. Il faut pouvoir la conforter quand même dans son existence. On est vraiment encore dans ce côté très existentiel de la personne. Et ce qui en est sorti, c'est que finalement, pour bien accompagner les personnes, il faut suffisamment la connaître, il faut avoir cette juste proximité, il faut limite être en amitié finalement pour vraiment avoir cette approche de care par rapport à la personne. Et je pense que vraiment pour aujourd'hui changer les choses au niveau de la formation des professionnels, c'est peut-être de les mettre directement finalement dans ce type de situation-là avec les personnes. Peut-être que c'est quelque chose qui pourrait faire l'objet d'une expérimentation, un lieu d'expérimentation, un lieu de formation dans lequel on expérimente en vie réelle finalement comment accompagner les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Un dernier mot, parce que toutes ces expériences sont belles, elles disent la réalité de ce qu'elles portent, elles disent la difficulté aussi de les porter dans des cadres réglementaires qui ne sont pas toujours conçus à cet endroit-là. Et vous le dites d'ailleurs à un moment, vous dites qu'il faut que le financement change. Plus les personnes vont mieux, plus les dotations diminuent. Donc on a tout de même à ce niveau-là un petit problème dans le grand âge. Mais aussi, Corinne, elle s'est beaucoup battue avec les normes, avec les réglementations, pour imposer beaucoup de ces aménagements du quotidien. Jusqu'où le cadre et les normes de financement sont compatibles avec ces démarches? J'ai envie de vous le demander à chacun de vous rapidement. Alors, c'est vrai que la manière dont on y avait pensé, nous, dans les esprits libres, c'était qu'effectivement, on avait observé ce paradoxe que finalement, plus ça va mal, plus on a l'argent. Et au contraire, quand les choses vont bien, on voit des dotations qui partent. Donc, c'est un peu un paradoxe qu'on a pu observer, où on se rend compte que on reste quand même sur un système de compensation, c'est-à-dire que dès lors qu'on a une dépendance, on va compenser cette dépendance. Et on ne réfléchit pas tellement en termes d'amortissement non plus, en se disant finalement, peut-être qu'il faut investir beaucoup au début pour que les personnes soient plus résilientes. Donc on parle d'un financement de la résilience. Et on se dit que finalement, si on dépense beaucoup, si on investit, finalement, on va l'amortir sur le long terme. Et moi, je sais que j'ai un exemple que j'aime bien prendre quand même, et je pense qui est assez flagrant en fait dans la manière de penser les choses. Aujourd'hui, il y a très peu d'études médico-économiques et là pour le coup, aucun d'entre nous ne pouvait faire ces études-là sur les esprits libres, donc on ne l'a pas fait. Mais c'est vrai qu'il y a une étude médico-économique qui montre que chez les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, si on arrive à diminuer les troubles du comportement ne serait-ce que d'1 ou 2 points sur les différentes échelles, sur une période de 3 mois, on va gagner jusqu'à 7 250 € par personne. Ça veut dire qu'en gros, sur une année, on va gagner à peu près 30 000 € par rapport à la personne. Maintenant, multiplier ça par le nombre de personnes qui sont dans les établissements, qui ont la maladie d'Alzheimer, donc on a 600 000 personnes qui sont dans les établissements à peu près, dont 60% à peu près qui ont la maladie d'Alzheimer, et parmi ces personnes-là, 35%, 40% qui ont des troubles du comportement. Finalement, quand vous y regardez bien, quand vous multipliez tout ça, alors c'est peut-être un peu simpliste, mais les 4 milliards du gouvernement qu'on l'on cherche à économiser, ils sont là en fait. Et je pense qu'il y a vraiment cette approche de dire on va investir dans autre chose. On sait que ça va nous coûter plus d'argent au début, mais à la finale, on va l'amortir et ça nous coûtera peut-être un petit peu moins d'argent. Un mot sur ces petites frictions qui se sont construites, notamment dans l'aménagement un petit peu. De manière très simple, bien que votre question soit très complexe, mais sur la question de la norme, par exemple, si je m'attarde là-dessus, comme l'a souligné Valentine, moi je vous dirais que beaucoup de choses reposent sur la détermination du directeur de l'établissement et de quelle manière il arrive à fédérer toutes les parties prenantes. C'est un peu une ouverture sur l'extérieur. C'est aussi une manière de dire comment j'arrive à orchestrer la vision fine d'un élu local, comment j'arrive à traiter la question d'un CCS, l'appui de l'ARS ou d'une commission de sécurité. Eh bien, moi, je pense que sur ces questions de normes, tout est affaire en fait, de réciprocité, bras de fer, dialogue. Et à mon sens, moi, je retiendrai le leadership du directeur d'établissement. La norme et la manière de fonctionner avec et de trouver place.
c'est quelque chose que connaissent les établissements. C'est quelque chose qu'on connaisse aussi les habitats alternatifs. Et Maïs Kanzer, vous l'avez un petit peu pratiqué. Et encore aujourd'hui, on va en parler justement avec votre exemple. Puisqu'il y a la manière dont évoluent ces structures et puis il y a la manière dont les structures qui elles-mêmes sont un peu novatrices, ces habitats alternatifs, trouvent place dans cette offre. Et vous avez porté justement dans le champ du handicap une approche très originelle de ces habitats alternatifs, puisque ce sont des colocations pour personnes en situation de handicap dans des maisons ou des appartements en milieu ordinaire. La première a été lancée il y a 11 ans dans le Var. Et aujourd'hui, ces clubs des 6, ces lieux sont 27 à travers la France, 180 locataires qui sont accueillis. Le principe, il est simple, hein, c'est une maison ou un appartement, 360 mètres carrés, 6 personnes qui sont dedans, chacun avec sa chambre, chacun avec sa salle de bain privative. Les salons, les cuisines, les espaces communs sont partagés. Il y a aussi un studio tremplin pour ceux qui veulent aller vers le milieu ordinaire ou un appartement individuel, ils peuvent aller par là. Il y a des chambres d'amis pour les aidants qui veulent venir. Il y a un système de cooptation qui fait que si quelqu'un part dans le club des 6, quand quelqu'un vient, il y a une sorte de période de rencontre où on voit si ça marche ou si ça ne marche pas. Puis si ça ne marche pas, ce sera quelqu'un d'autre. Vous accueillez dans ce cadre tous les types de handicap. L'âge moyen, c'est autour de 35 ans. Et le financement, il est très intéressant puisque les loyers sont financés par la hache et les heures d'intervention qui se font dans ces lieux sont faites par la mise en commun des heures de PCH, ce qui est l'idée centrale. Et cette idée, elle vous est venue d'une aventure personnelle, celle de votre sœur cadette, qui a eu un accident de la route très important, qui l'a handicapée très lourdement. Elle a été prise en charge, suivie notamment par vos parents, qui à un moment sont devenus vieillissants et se sont dit mais comment on va faire après, sachant que l'idée n'était pas forcément de l'emmener sur le chemin d'une masse, mais de trouver une autre solution. Et vous avez réfléchi à ça. Est venu le Club des 6. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous m'avez dit, quand on a pensé à ce Club des 6, un des premiers trucs que j'ai fait, c'est d'aller éplucher le code de l'action sociale, article par article. Ça a dû prendre un tout petit peu de temps, pour essayer de voir justement comment je pouvais faire pour que ma belle idée ne soit pas requalifiée et que je ne me retrouve pas établissement malgré moi, d'une certaine manière. En quoi est-ce que c'était l'enjeu majeur et en quoi est-ce qu'il a été difficile de faire accepter ce modèle-là, avec notamment la mise en commun des heures de PCH? Alors effectivement, ce qu'on voulait, Sabrina et toute la famille de Sabrina, c'était un lieu de vie ordinaire. Alors on peut appeler ça aussi un domicile. En établissement, on est pris en charge. Au Club des 6, en fait, on aide à les installer et à leur faire vivre la vie comme bon leur semble. Quand on est rattaché au Code de l'action sociale, on suit des réglementations. On a des prix de journée, on a des tas de limites en fait qui freinent justement ce sentiment d'être chez soi au quotidien. Et comme vous le disiez, la première liberté qu'on donne aux colocataires, c'est justement de choisir avec qui ils habitent. En établissement, vous ne choisissez pas votre voisin de chambre, vous ne choisissez pas avec qui ce que vous mangez, ce que vous faites en journée. Vous êtes limité dans les périodes de visite de vos parents, amis et proches. Au Club des 6, il n'y a aucune limite. Donc c'est en ça que je voulais surtout pas être attaché au Code de l'action sociale. Et d'ailleurs, c'est pour la petite histoire, pour ça qu'on s'appelle Club des 6, parce que le Code de l'action sociale, à l'époque, prévoyait une expérimentation qui s'appelait les lieux de vie et d'accueil, qui était pour 7. Alors du coup, je me suis dit, je vais m'arrêter à 6, comme ça, même là, ils ne pourront pas me reprendre dans l'expérimentation. Et comment vous avez fait en sorte, à l'époque, de faire passer la chose à des tutelles, que sont des ARS, que sont des départements on n'est même pas en 2017 où commence à arriver tout de même la structuration. 2009, on est des habitats alternatifs. Là, ça n'existe pas. Comment est-ce que vous avez fait passer la chose à ces structures-là et quelles difficultés, résistances vous avez pu rencontrer de leur part? C'est marrant que vous disiez chose parce que eux, à l'époque, ils appelaient ça truc. Quand j'ai rencontré le département la première fois, ils m'ont dit mais ça marchera jamais votre truc. Et je dis pourquoi ça marchera jamais mon truc? Parce que si ça pouvait marcher, quelqu'un l'aurait déjà fait. Donc effectivement, si on considère qu'il faut toujours reprendre ce qui s'est déjà fait, on n'innove jamais. Après, la deuxième difficulté, ça a été sur la notion de mise en commun des heures de prestations compensatoires du handicap. À l'époque, en 2009, la MDPH m'a dit, mais ce que vous prévoyez de faire, donc mettre en commun, c'est strictement interdit, ce sont des droits individuels. Je dis, tant que vous ne donnerez pas 24 heures d'aide humaine aux personnes qui en ont besoin, je n'ai pas le choix, je le ferai quand même. Et la grande chance que j'ai eue, c'est que 5 ans après, quand j'étais à quelques mois
d'installation des premiers colocataires. Je suis retourné voir la MDPH, parce que je me suis dit, s'ils font tous priver de leur PCH, ce serait dommage. Et là, le directeur avait changé. Et lui, il a trouvé l'idée géniale. Et donc, il a totalement suivi ce projet et tous les autres qui sont nés dans le Var après, d'ailleurs. Oui, mais ceci dit, on ne va pas détailler ça, mais dans l'extension à d'autres, parfois ça a pu poser des difficultés dans certains départements, parce que les MDPH et les départements n'ont pas toujours été aussi ouverts, donc parfois ça marche. Parfois, ça ne marche pas et ça avance au fur et à mesure du temps. Ça a avancé, puisqu'aujourd'hui, on en est tout de même à 27 villas à travers la France. Donc, c'est un vrai maillage qui s'est développé. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle économique est autonome et puis que s'est développé véritablement une vie de ces clubs des 6 avec beaucoup d'activités qui sont, il y a certains des clubs peuvent aller visiter d'autres clubs, il y a beaucoup de choses qui s'organisent, des activités bien évidemment. Vous avez pu bénéficier pour ça de l'accès à la PV qui est arrivé un peu là-dessus, cette aide pour financer cette vie-là, cette vie commune, entre guillemets. En quoi ça a consolidé le modèle et en quoi est-ce que ça a permis de faire évoluer le cadre qui était celui initialement, plutôt un cadre d'hébergement en fait? Alors, l'aide à la vie partagée, anciennement forfait habitat inclusif, qui ont été mises en place à partir de 2017, ont effectivement permis de vraiment créer ce poste de coordinateur, d'animateur du projet de vie sociale et partagée. Ce qu'on faisait quand même déjà avant, parce que nous étions sur un projet d'inclusion, mais sauf qu'on confiait ces missions-là aux auxiliaires de vie, et donc financés par la PCH, ce qui n'était pas autorisé non plus. Mais on l'a fait quand même avec l'accord tacite, on va dire, des départements qui sont venus d'ailleurs, le premier étant le Var, qui sont venus visiter plusieurs fois à la colocation et qui, à chaque fois, étaient émerveillés du développement en termes d'autonomie, d'épanouissement des colocataires qui suivaient depuis des années. Mais c'est vrai que légitimer en fait cette fonction en introduisant le forfait et l'AVP, l'aide à la vie partagée, a permis de créer ce poste qui n'a rien à voir avec ceux des auxiliaires, donc ils ne sont pas du tout dans l'accompagnement aux actes de la vie quotidienne, ils sont sur ce projet d'inclusion. Alors, à la fois à l'intérieur de la vie de groupe, des colocataires, faire en sorte que les personnes ne vivent pas un projet de vie côte à côte, mais le vivent ensemble. Et puis, surtout, tout ce qui est inclusion et reprise d'une place, ou prise ou reprise d'une place au sein de la vie de quartier, de la cité, éventuellement des mandats en mairie, des activités non lucratives. Nos colocataires ont quasiment tous une activité qu'on appelle d'utilité sociale. Donc le TUS, nous, c'est le travail d'utilité sociale, pour aussi rendre à la société ce que la société leur donne. Et c'est vraiment un modèle très intéressant parce qu'il est en perpétuel développement. Vous avez créé récemment un système de formation de père aidance pour que les parents de personnes hébergées puissent former aussi d'autres parents. Vous avez créé des comités qui permettent d'avoir des colocataires élus qui participent aussi aux décisions qui sont prises. Il y a beaucoup d'activités qui sont engagées. Néanmoins, si le modèle économique que vous avez fait est un modèle économique autonome qui est vraiment très consolidé, ces dernières années, vous avez une fragilisation tout de même de ces ressources et de ce modèle économique. Ça a été du personnel de coordination qui a dû être réduit, ça a été des projets qui ont dû être gelés. En quoi est-ce que le modèle est aujourd'hui fragilisé? Alors, un, qu'il répond à un vrai besoin, et deux, qu'il est en permanente transformation. Alors, quand on parle de modèle économique autonome, financement autonome, c'est parce que tout le modèle, au départ, a été construit sur les allocations et les aides dont bénéficient les colocataires, déjà. Sauf que ces aides sont insuffisantes pour vivre seuls. Et donc, tout le concept était de dire, s'ils vivent ensemble, ils partagent et ils mettent en commun, et donc ils ont forcément tous plus que ce qu'ils ont individuellement. Après, l'AVP est une source de financement qui, elle, est publique, donc c'est rajouté au système. Mais si je prends un peu tous les différents métiers qui interviennent dans l'habitat inclusif, il y a d'abord la partie logement. Donc là, c'est un bailleur qui est propriétaire du parc immobilier dans lequel logent nos colocataires. Et bien là, cette foncière, elle a pris 3 claques quand même depuis 2023. La première, c'est l'inflation, la guerre en Ukraine, qui a quand même augmenté les coûts de construction de 25%. Deuxième claque, c'est le dépôt de bilan d'un de ces constructeurs, avec donc un paquet de chantiers qui se retrouve à l'arrêt. Et puis la troisième, qui n'était pas la moindre, c'est le livret A, parce que nous, on fait des logements PLS, livret A qui passe de 0,5 à 3%. Et donc concrètement, les annuités d'emprunt ont progressé de plus de 40%, là où les loyers ont progressé que de 3,5%. Donc la foncière s'est retrouvée effectivement complètement égorgée financièrement.
Donc on a dû renoncer à beaucoup de projets. On en a mis 15 à la poubelle, 15 projets sur lesquels on travaille depuis des années. Après, le deuxième métier qui intervient, c'est les auxiliaires de vie, donc les SAD, les services d'aide à domicile. Et là, ces organismes font face quand même à un problème majeur de recrutement parce que le montant horaire PCH est trop faible pour correctement rémunérer les salariés. Et que nous, on est sur un système où on ne veut pas de reste à charge pour les colocataires. Donc finalement, ces auxiliaires de vie, elles sont payées, pas du tout assez, en tout cas par rapport au métier qu'elles font. Et puis le Club des 6, la problématique qu'on a vécue effectivement avec l'arrivée de l'AVP, c'est qu'on a employé du coup du personnel, qui sont les coordinateurs ou coordinatrices. Et puis d'un coup, il faut quand même il faut les recruter, donc il faut un service RH. 2, il faut les manager, il faut un service administratif. Et 3, il faut effectivement les accompagner sur le terrain. Et donc, on a recruté des personnes en interne pour les accompagner, sauf que l'AVP ne finance pas cet accompagnement. Même pas leur téléphone d'ailleurs, ou leur ordinateur. Donc du coup, en fait, ça nous a amené à profondément changer notre organisation et sans savoir finalement comment la financer. Donc on a cherché un peu de mécénat à droite à gauche, mais le mécénat ne finance pas les frais d'exploitation. Donc du coup, on s'est séparé des personnes qu'on avait recrutées pour manager ces coordinateurs. Qu'est-ce que vous attendez de réforme de la transformation de l'offre pour véritablement consolider un petit peu ce modèle comme le vôtre et celui de ces habitats alternatifs qui voguent un peu entre les politiques publiques, les avancées, les blocages, etc. Alors, si on reprend les trois métiers, reprenons d'abord la foncière. Pour que la foncière puisse avoir accès, puisse financer plus facilement des lieux comme cela, et avec des loyers abordables pour les colocataires, on pourrait imaginer un taux de TVA réduit à 5,5, alors qu'aujourd'hui on est à 10 quand on est au logement social, ou 20 quand on est en privé, classique. Il pourrait y avoir un petit amendement au niveau de la loi SRU qui prévoit effectivement un pourcentage de logements sociaux. À partir du moment où une commune dépasse une certaine taille, on pourrait y mettre une partie qui serait des habitats inclusifs, habitats alternatifs. Après, je pense que sur l'AVP, et je sais qu'il y a tout un travail en cours actuellement, mais qui a plutôt tendance à restreindre encore ce que l'aide à la vie partagée va financer, mais de reprendre éventuellement quand même concrètement qu'est-ce que ça implique pour les porteurs de projets et de réaugmenter un peu élargir à nouveau ce que prend en charge cette partie-là. Et sur l'AVP, il y a ça, il y a ces différentes choses. Et puis il y a juste un petit point, c'est qu'il y a aussi une réglementation qui s'est un peu profilée il y a quelque temps pour requalifier aussi un certain nombre de ces habitats alternatifs en ERP, établissement accueillant du public. Est-ce que là aussi il y a un enjeu d'évolution réglementaire à porter, où ça en est ? Alors, il y a effectivement une précision très récemment du fait que déjà les habitats inclusifs ne sont pas qualifiés de RP, donc ça c'est déjà une bonne chose quand même. Mais par contre, selon le nombre de locataires, des normes qui s'imposent et qui vont, chez nous, représenter un investissement quand même de pas loin de 40 000 € par villa, donc x 27. Donc je n'ai pas encore commencé à chercher les fonds, mais il va falloir que je m'y mette bientôt. C'est un engagement de tous les instants. Voilà. Je voudrais qu'on continue avant de prendre les questions, qui arrivent déjà nombreuses un peu sur ces exemples et les perspectives qu'elles ouvrent, sur un autre aspect qui est un aspect important, c'est celui de la prévention. Parce que ces habitats, quelque forme, et ces structures, quelque forme qu'elles prennent, elles vont devoir de plus en plus gérer des enjeux de prévention en amont. Ça vaut dans le champ du handicap et dans le champ de l'âge. Et c'est un sujet qui concerne notamment le vieillissement, avec l'arrivée d'Alzheimer, avec le vieillissement de plus en plus important dans le champ du handicap. Je voudrais qu'on en parle avec vous, Muriel Delporte, notamment, et Éric Forestier. Muriel, vous portez depuis longtemps un travail sur le vieillissement dans le champ du handicap, qui a permis de montrer l'ampleur de ce qu'est aujourd'hui ce phénomène, la manière dont le secteur s'y est ouvert à peu près dans les années 2000, mais avec retard un petit peu, et qui fait qu'aujourd'hui on a dans le secteur du handicap des vieillissements de population qui ne sont pas toujours anticipés, des passages à la retraite en EHPAD qui peuvent être assez traumatisants parce que très isolants d'un coup, des passages en EHPAD qui peuvent être mal vécus aussi parce que assez brutaux dans un environnement qui n'a pas été préparé, sécurisé suffisamment. Et à partir de ce travail sur le vieillissement, vous êtes allé au-delà et vous avez regardé un enjeu un peu plus spécifique qui est celui de l'émergence d'Alzheimer dans le champ du handicap, qui est une émergence
forte et spécifique. On parlera notamment de la trisomie 21 qui a une prévalence particulière dès 45 ans sur le risque d'Alzheimer. Vous avez créé en 2022 une communauté mixte de recherche DIMA, pour réfléchir à ces enjeux d'Alzheimer, rassembler les acteurs du médical, du médico-social, du grand âge, du handicap dans des groupes de travail. Et vous dites qu'il y a un véritable enjeu à se mobiliser parce qu'on est en train de potentiellement rater l'anticipation d'Alzheimer, comme d'une certaine manière le secteur est un peu passé à côté de celui de l'arrivée du vieillissement il y a quelques années. En quoi est-ce que vous voyez dans la prévention d'Alzheimer aujourd'hui, dans le champ du handicap, un sujet qui est un impensé de la transformation et qui fait écho à finalement ce qu'a été la difficulté d'intégrer la problématique du vieillissement elle-même? Alors déjà, on n'est pas potentiellement en train de passer à côté, on passe à côté. Par rapport à la question du vieillissement, le secteur s'en est pas emparé de façon tardive. C'est la mise sur agenda politique qui a été tardive. Le secteur a créé, a innové l'augmentation de l'espérance de vie des personnes en situation de handicap. On en parle maintenant depuis plus de 30 ans. Ces personnes arrivent aujourd'hui à des âges où elles peuvent développer une maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée. Vous l'avez dit, pour les personnes avec trisomie 21, il y a une prévalence extrêmement importante. Moi, j'ai commencé à travailler sur la question en 2016. Et c'est justement des professionnels de terrain qui sont venus me chercher. En disant, on a de plus en plus de situations de personnes qui développent une maladie d'Alzheimer dans nos établissements ou accompagnées par nos services. Et nous, Alzheimer, on ne connaît pas. On n'est pas formé à ça, on n'est pas préparé à ça, c'est nouveau. Il n'y a pas de référentiel. On n'a pas de référentiel là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous accompagner pour qu'on monte un peu en compétence sur le sujet, qu'on réfléchisse à comment accompagner ces personnes? Donc on a fait pas mal de choses, il y a eu pas mal d'innovations, comme toujours, enfin Éric Forestier pourra en parler. L'innovation vient du terrain. Pour autant, aujourd'hui, en 2025, on sait qu'il y a de plus en plus de situations. On sait qu'aujourd'hui, des personnes arrivent à des stades avancés de la maladie. Et c'est toujours totalement invisibilisé à l'échelle des politiques publiques. Là où, en plus, ça peut être un peu pervers, c'est que moi, quand j'essaye de porter ça en disant « mais il faut s'en emparer, c'est un nouvel enjeu de santé publique », on peut parfois m'objecter « ouais, mais ça concerne combien de personnes ?» Ben, j'en sais rien, puisque de toute façon, pour l'instant, on n'arrive pas à assurer un accès au diagnostic pour les personnes en situation de handicap. Donc si on n'a pas un accès au diagnostic, on n'aura pas de données de prévalence. Si on attend d'avoir des données de prévalence, on tourne en rond dans le problème. Donc oui, on est en train de rater le coche. Ce coche, il est important et vous avez essayé de l'ouvrir en créant cette communauté mixte de recherche. Il faut dire qu'on est tout de même dans des situations qui sont compliquées. Il n'y a pas de référentiel. Une personne avec trisomie 21 peut développer un Alzheimer dès 45 ans. Elle va aller voir du coup un gériatre qui dit « mais moi je m'occupe des gens qu'à partir de 75 ans, donc je suis désolé, attendez encore 30 ans, revenez me voir et puis peut-être qu'on... » Non mais la réalité, c'est aussi celle-là. Comment est-ce que vous avez mis en œuvre cette communauté de recherche pour essayer justement d'ouvrir les fenêtres, les horizons sur ce sujet? Alors déjà, la communauté mixte de recherche n'est pas partie de rien. Ça faisait déjà pas mal d'années qu'on travaillait sur cette question-là, qu'on avait porté des actions, des groupes de travail, une recherche en sociologie avec Vincent Kardec et Aline Chamaillan, un partenariat avec la FIRA. Donc on avait déjà une visibilité de la problématique, mais on savait qu'on l'avait survolée. DIMA, ça nous a permis, quand on a créé le projet, de déjà savoir un peu sur quoi il faut aller travailler. Qu'est-ce qu'on a esquissé et qu'est-ce qu'on va aller creuser. Il y avait la question de l'expérience des familles, il y avait la question de l'expérience des personnes en situation de handicap, l'accompagnement professionnel, tout ça. Ça nous a permis d'avoir une structuration à la base. Et ensuite, le fait d'avoir déjà travaillé sur ces questions-là, et puis le fait d'avoir un pied sur le terrain médico-social et aussi à l'université, ça me permettait assez facilement de prendre contact avec des gens et de dire, il y a ce projet, est-ce que ça vous tente et qu'est-ce que vous avez envie d'y faire ? Vous, qu'est-ce que vous avez envie de porter, de développer là-dedans? Donc c'est comme ça que ça s'est construit. Et puis souvent, quand j'interpellais des personnes, elles me disaient « ah bah tiens, vous pourriez aller demander à telle personne, telle personne, telle personne ». Je ne suis pas allée chercher des gens qui avaient une expertise sur handicap et maladie d'Alzheimer, parce que trop rare. Mais par contre, on est allé chercher, c'était
Une communauté, c'est quelque chose de participatif. Il y avait aussi des familles, il y avait aussi des personnes vivant avec un trouble du développement intellectuel. On est allé chercher le laboratoire à Despas qui a des compétences sur les notions de participation. Il y avait la question des pratiques d'accompagnement. Il y avait bien entendu les acteurs du champ du handicap. Et puis, je suis allée chercher Marion Villiers, qui est enseignant-chercheur en sociologie et qui a fait une thèse sur l'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et du coup, on a travaillé ensemble. Et ce qui est vraiment important, je pense, dans une comité mixte de recherche, c'est qu'on avait ces lignes directrices, on avait une structuration globale, mais on n'avait pas un cahier des charges, vous savez, précis et rigoureux. Et je leur disais souvent, au début, demain sera ce qu'on en fera. On avait une liberté, voilà. Et on a bien vu, au bout de 3 ans, le projet s'est terminé en juin 2025, que tout ça, ça a justement permis de produire énormément de choses. Ça a permis de réfléchir sur les pratiques d'accompagnement, ça a permis de créer beaucoup d'outils d'accompagnement, de sensibilisation. Il y a une expo photo, il y a une vidéo. Les podcasts. Il y a les podcasts, il y a plein de choses qui ont été faites. Donc voilà, ça s'est créé aussi petit à petit, mais ce n'est pas parti de rien. Et dans les rendus un peu qui ont été faits, il y a cette équipe mobile Alzheimer qui s'est mise en place, sortie d'un des groupes de travail auxquels vous avez participé, Éric Forestier. Elle se déploie aujourd'hui sur la métropole lilloise, la MEL comme on dit, avec une intervention qui se fait à la fois dans les établissements et au domicile, avec une équipe de professionnels coordonnés. Comment fonctionne cette équipe justement et quelles sont les clés de réussite de l'action de cette structure vraiment à part? Alors moi j'ai eu la chance de faire partie de la communauté mixte de recherche d'IMA. Effort du travail qui a été mené et puis aussi des expériences qu'on vivait sur le terrain de vieillissement de notre public. On percevait qu'il manquait des réponses par rapport à ce nouveau public et que du coup il fallait être créatif sur une nouvelle réponse par rapport aux besoins qu'on percevait sur le terrain. Alors Muriel avait déjà travaillé sur un projet en se disant en fait ce qu'il faudrait c'est quelque chose d'innovant qui puisse faire bouger un petit peu les lignes et ne pas être enfermé par des histoires de notification, d'orientation, de délai d'attente qu'on vit beaucoup dans notre secteur et notamment dans le secteur du handicap. Et donc l'équipe a été créée au mois de janvier. C'est une petite équipe, il y a un professionnel et demi qui en fait partie, un poste d'accompagnement éducatif et social et puis un demi-poste d'ergothérapeute. Et donc cette équipe peut être saisie, comme vous le disiez, par n'importe quelle personne qui habite sur le secteur de la métropole lilloise, par des familles qui ont un proche qui présente une déficience intellectuelle et des signes évocateurs d'une maladie neurodégénérative. Elle intervient déjà au niveau du diagnostic et de l'aide diagnostique. C'est quoi les enjeux auxquels elle se confronte à cette En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, quand il y a des premiers signes effectivement de vieillissement, où la famille, l'entourage, les professionnels se disent il y a quelque chose qui change chez cette personne, cette déficience intellectuelle, on connaissait les habitudes du quotidien, les routines, il y a quelque chose qui évolue, qui bouge, qui est plus comme avant, une avancée en âge qui peut-être fait apparaître ces troubles, et bien du coup on peut solliciter l'équipe pour effectivement soutenir et accompagner dans cette question du diagnostic, qui est une question primordiale pour pouvoir effectivement bien identifier l'apparition d'une maladie neurodégénérative. Le diagnostic est une chose, mais il faut aussi accompagner les professionnels et puis transformer les lieux s'il le faut. C'est ça, informer déjà en disant c'est possible, on peut effectivement avoir une déficience intellectuelle et aussi développer une maladie neurodégénérative, donc la formation des professionnels, l'accompagnement dans le quotidien pour pouvoir adapter l'environnement, adapter le lieu de travail, parce qu'à 45 ans, un travailleur en situation de handicap va encore à l'ESAT, et donc il faut adapter aussi son poste de travail, il faut adapter l'établissement dans lequel il habite ou le domicile dans lequel il est, puisque l'équipe peut intervenir quel que soit le mode d'habitat de la personne. L'idée, c'est de faire ou c'est de faire en sorte que les gens fassent pour l'équipe? Est-ce qu'elle prescrit? Est-ce qu'elle agit ou est-ce qu'elle conseille? Elle s'adapte en fait à chaque situation. Donc elle peut faire tout ce que vous venez d'évoquer là. S'il n'y a pas d'acteur, du coup, elle va être là, elle va agir, elle va accompagner, elle va être présente de manière très soutenante. Et puis s'il y a déjà des acteurs qui sont présents, une famille qui peut faire et qui a besoin d'être conseillée, des professionnels éducatifs qui sont déjà présents puisque la personne vit en établissement, et bien du coup, elle va effectivement être là pour aider, guider et puis ensuite se mettre à distance pour que l'accompagnement puisse être porté par les personnes référentes et les repères de la personne accompagnée. Alors, question récurrente, comment ce modèle expérimental est financé et est-ce que de ce fait, ce modèle est reproductible ailleurs que dans cette belle métropole européenne lilloise? Alors on a eu la chance, c'est vrai, d'avoir une écoute extrêmement positive de la part du département et de l'ARS qui finance cette équipe. Il a fallu trouver, puisque nos contraintes effectivement font qu'il faut avoir un véhicule, une organisation pour pouvoir avoir des financements dans notre secteur. Donc c'est des places de SAMSA qui ont été créées
6 places pour pouvoir accompagner. Aujourd'hui, on est un peu plus de 40 personnes accompagnées, donc on fonctionne avec une file active. Donc 6 places de SAMSA, ça nous permet d'avoir un budget. Mais par contre, l'ARS et le département nous ont dit OK, pas d'orientation nécessaire, OK, vous travaillez juste sur un rapport d'activité. Et puis du coup, vous êtes libre d'intervenir sans délai, sans orientation et surtout sans faire attendre les personnes, puisque quand on développe une maladie de ce type-là, attendre plusieurs mois pour avoir une orientation, ça aurait forcément des conséquences. Je voudrais un mot, Maëlys, parce qu'on parle du vieillissement. Est-ce que c'est une problématique qui se joue autour du Club des 6 aujourd'hui? Alors pas forcément Alzheimer, mais le vieillissement en lui-même et qui impacte la manière, les enjeux d'accompagnement? Ah oui, puis on l'avait bien anticipé dès le début. D'ailleurs, au départ, les colocations étaient ouvertes aux personnes de plus de 18 ans et de moins de 55 ans. Parce que dans mon idée, c'était je repousse ce sujet-là dans 10 ans. 10 ans après, on y est. Donc c'est un de nos 5 axes du projet associatif qu'on a retravaillé avec tous les colocataires et l'équipe l'an dernier et qui va amener tout le monde à réfléchir sur comment on accompagne ce vieillissement, avec plein de différentes alternatives. Donc il y a des villas qui se mettent en rapport avec les EHPAD du coin pour travailler des transitions plus douces. On est en train de réfléchir aussi si on ne dédie pas une de nos villas, comme si c'était un club des 6 seniors, quoi. Tout comme on accompagne aussi des personnes vieillissantes maintenant à rester dans les villas, même si la cohabitation avec des plus jeunes devient plus compliquée, parce que du coup, ces personnes-là, parfois bloquent les sorties, monopolisent du coup à domicile une des auxiliaires et du coup on ne peut pas faire toutes les sorties qu'on veut, quoi. Muriel, Dima s'est arrêté récemment. Finalement, alors ça sort des projets comme l'équipe mobile, les podcasts, etc. Mais qu'est-ce que ça dit aux acteurs de l'offre pour vous sur la capacité qu'ils ont à l'endroit? Tout le monde n'a pas une ARS qui va ouvrir des places de SAMSA. Pour prendre en charge ces réalités-là? Il y a différents enjeux. Il y a la formation des professionnels, on en parlait tout à l'heure. Les former au repérage des signes, à l'accompagnement vers le diagnostic. Si on arrive à développer les lieux de consultation adaptés, il y en a, ça existe. Il n'y a rien à inventer, ça existe déjà. Il faut le disséminer sur le territoire. Former les professionnels à comment on accompagne ces personnes qui ont à la fois un handicap et une maladie d'Alzheimer, qui est une maladie évolutive. Ça amène à repenser tout le projet de la structure, notamment, et il faudra absolument qu'on en reparle, l'organisation de l'espace, l'organisation des rythmes. Donc il y a un gros travail de soutien à destination des professionnels. C'est ce qu'on est en train de développer au niveau du CREAI Île-de-France. Et puis, encore une fois, c'est une question de sortir ce sujet de l'invisibilité. Quand on est parti sur l'équipe mobile, c'est vrai qu'au début, on se disait, on va essayer de vendre ça aux autorités. Et ouais, vous l'avez fait, vous avez négocié, et ils ont suivi. Ils ont suivi, donc c'est aussi oser. Et puis faire bouger les lignes, parce que voilà, toutes ces fragmentations, ces décisions, ces autorisations, ces limites d'âge, ces catégories, il faut les faire bouger. Je vois Kevin Seur. J'ai vu Kevin prendre beaucoup de notes aussi, parce que la maladie d'Alzheimer, son accompagnement, c'est un sujet que vous suivez depuis très longtemps. Vous portez beaucoup d'expérimentation avec le Living Lab là-dessus, sur les approches non médicamenteuses. Comment est-ce que vous réagissez à ce que portent Eric et Muriel ? Et dans quelle mesure, dans le champ de l'âge aussi, il y a une transformation à apporter au niveau de l'offre pour véritablement se mettre à la mesure de ce qu'est aujourd'hui l'accompagnement d'Alzheimer? En fait, en entendant les différents témoignages qu'on a eus autour de la table, je pense qu'il y a une première chose, c'est de s'assurer vraiment de la participation de tous les acteurs et les personnes dont on s'occupe, y compris, finalement. Et c'est ça qui fait le cœur un peu de toutes les démarches dont on a pu témoigner aujourd'hui. Ce dont on se rend compte finalement aussi, c'est qu'on sort vraiment d'une relation de soins qui est unidirectionnelle. C'est plus soignant envers soigné, mais on rentre dans une vraie relation avec la personne. On aborde la personne vraiment en tant que citoyen à part entière, qui peut continuer à agir, qui peut continuer à se réaliser, à s'épanouir en fait dans sa vie et à se développer jusqu'au bout. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et ce que ça montre surtout, c'est que là, pour le coup, quand on agit sur la vie, on agit aussi sur le vivant derrière. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir de l'ensemble de toutes ces expérimentations qu'on a pu avoir ce matin. Et qu'est-ce qu'Émilie en loge a retenu de ces échanges-là? On va voir son dessin s'afficher
avant de prendre les quelques questions qu'il y a. Donc encore une fresque où elle reprend les différents endroits. Le petit parapluie des esprits libres est là, les villages de Kersalik sont là bien évidemment, le club des 6 avec sa colocation, dire que les résidents d'hier sont les habitants d'aujourd'hui pourrait être aussi une des grandes phrases portées par le manifeste, par le livre que vous portez dans les esprits libres. Et on revoit le petit crayon qui dessine et on revoit à la place du Pulse des grands signes de portée pour faire bouger ces lignes avec de l'envie, de la fraternité et du cœur. Donc peut-être que ce sont des ingrédients intéressants à porter pour demain. Quelques questions qui nous accompagnent. Un mot sur le modèle économique de Kersalik. Est-ce que c'est un modèle similaire aux EHPAD classiques? Ça nous est demandé. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? C'est un établissement qui est géré par le CCAS de la ville de Guingamp. Voilà, qui est un établissement public sur lequel il n'y a pas de point de vigilance particulier en termes de modèle. Et les ratios de personnel sont-ils semblables à la moyenne des EHPAD? Il y a un petit peu plus d'aides-soignantes parce qu'il y a un peu moins de personnel d'entretien, par exemple. Donc il y a un ajustement qui se fait en fonction des différents postes. L'exemple du village landais dans cette approche permet de bien connaître les villageois. Est-ce que c'est un exemple qui peut être comparé d'une certaine manière? Je vous dirais non tout de suite, puisque le village landais, on est plutôt sur de l'habitat individuel, partagé, plutôt éclaté, diffus. On est en dehors de la ville. On est sur une autre caractéristique. Mais moi, j'ai du mal à comparer les modèles. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit très légitime de le faire là-dessus. Ça reste intéressant tout de même. Quel est le coût du Club des 6 pour les habitants eux-mêmes? Alors, ils payent un loyer qui est en moyenne de 500 € par mois par colocataire. Ils participent ensuite, ils mettent en commun leurs frais de vie pour financer les courses, le chauffage, le véhicule, ainsi de suite. Là, c'est en moyenne 450 € par mois. Donc, ça veut dire que pour 950 €, ils sont logés, nourris, blanchis. Et ça, ils le financent avec l'AH, majoration vie autonome et allocation logement. Donc, il leur reste à peu près 400 € par mois pour financer des dépenses très personnelles comme les vêtements, les sorties, les cigarettes s'ils fument. Voilà. Et sur la partie accompagnement aide humaine, c'est zéro le coût, puisqu'ils mettent dans le pot commun leur plan d'aide individuel et pas de reste à charge ni au niveau des heures, ni au niveau du taux horaire. La priorité dans le changement de l'offre, c'est de garantir une empathie dans la permanence de l'accompagnement des aidants, pro ou familiaux. L'aptitude des aidants à porter dans la durée les exigences des besoins des personnes. On revient sur le sujet des aidants. Comment est-ce qu'ils sont intégrés aujourd'hui dans les différentes structures que vous portez? Alors je dirais Kersalik, je dirais aussi un peu les EHPAD et je dirais le Club des 6. C'est pas simple comme question parce qu'on a soit, vous parlez bien des aidants familiaux là. Oui. On a soit les aidants qui démissionnent, qui se disent ça y est. C'est plus moi. Vous voulez pas un établissement, donc on se rachète une bonne conscience en les instaurant dans une colocation Club des 6. Mais au final, ils attendent de nous qu'on fasse la même chose qu'un établissement, y compris prendre les rendez-vous chez le dentiste, suivre le calendrier gynécologique, enfin des choses qu'on ne devrait absolument pas faire. Soit on a des parents qui sont très omniprésents et qui ne veulent pas lâcher. D'où le programme dont vous parliez tout à l'heure, qui s'appelle Envole-moi, où en fait, on forme des parents qui sont passés par l'installation de leurs proches et où ça s'est bien passé. On les forme à accompagner la nouvelle promotion de parents, des nouveaux colocataires qui arrivent. Donc, la toute première fois, on l'a fait faire par une coach. Et maintenant, c'est de la pérédance. Donc là, la formation a lieu, par exemple, fin octobre. On forme 10 parents qui vont eux-mêmes donc accompagner tous les nouveaux parents rentrants. Parce que c'est généralement le comportement du parent qui va faire que ça se passe bien ou pas l'intégration. Sur Kersalik, quelle place ils prennent et quelle place ils trouvent? Ils sont complètement intégrés à l'organisation du travail et à l'organisation de vie de cet établissement. Ce sont véritablement des parties prenantes au même titre que les habitants et les professionnels de terrain. Donc voilà, ils peuvent tout à fait donner leur avis, être en lien évidemment avec la directrice et les équipes au quotidien. Et dans le livre que vous portez justement, quel rôle, quelle place vous leur voyez différente de celle qu'ils peuvent avoir aujourd'hui?
En fait, les aidants, d'une manière générale, font partie des usagers dans les établissements et je pense dans leur accompagnement de leurs proches et dans toutes les structures que l'on a. Donc, ils font partie intégrante, finalement, de ces dispositifs. Pour moi, il faut qu'ils participent à la vie, mais aussi à hauteur de ce que la personne qui est accompagnée souhaite. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un souhait du résident, enfin de la personne accompagnée ou des professionnels. C'est vraiment une décision à part entière. Et ils ont une place, évidemment, mais celle-ci doit être prise par rapport à leurs proches, en fait, et prise d'un commun accord avec leurs proches. Je vous remercie, vous six, pour ces témoignages très inspirants qui, j'espère, vous ont aussi ouvert des voies, ouvert une manière de penser différemment ce que sont ces structures, ce que sont leurs ouvertures aussi. Et on le voit, la place que prennent les personnes et leurs besoins, la place que vont jouer les professionnels dedans, avec des structures différentes et dans le champ de l'âge et des logiques aussi, des dynamiques apportées jusqu'au niveau de la prévention qui sont présentes. On va continuer notre avancée un peu dans cette journée, dans cette transformation de l'offre, avec un deuxième temps que l'on va prendre, un deuxième temps pour évoquer là une autre transformation au niveau des personnes. Mais avant, on va regarder une autre vidéo, c'est la carte blanche traditionnelle qui, comme chaque édition, est portée par le président du Conseil de la CNSA. On va aller vers ce temps de carte blanche.